Aujourd'hui, notre question est « Sommes-nous faits pour ne rien faire ?» Et il est bien évident que très souvent on se dit « Mais comme j'aimerais ne rien faire !» Ne rien faire, ok, mais ça veut dire quoi? Est-ce que quand je pense à quelque chose, je fais quelque chose? Est-ce que quand je me brosse les dents, je fais quelque chose? Est-ce que quand je me balade au bord de la plage, je fais quelque chose ou pas? Est-ce que quand je dors, je fais quelque chose ou pas? Ce que je voulais faire, mais ça m'est venu trop tard, je voulais projeter en introduction quelques extraits du film Alexandre le Bienheureux. Tout le monde l'a vu, ce film, Alexandre le Bienheureux, extraordinaire, merveilleux. Donc, ok, sommes-nous faits pour ne rien faire? J'ai pensé à Georges Bataille. À Georges Bataille qui propose un petit texte qui introduit parfaitement bien le problème, en tout cas qui annonce une réponse qui ne nous fait pas plaisir. Que l'homme est l'animal qui n'accepte pas simplement le donné naturel, qui le nie. Il change ainsi le monde extérieur naturel, il en tire des outils et des objets fabriqués qui composent un monde nouveau, le monde humain. L'homme, parallèlement, se nie lui-même, il s'éduque. Il refuse, par exemple, de donner à la satisfaction de ses besoins animaux ce cours libre, auquel l'animal n'apporte pas de réserve. Il est nécessaire encore d'aborder que les deux négations, que d'une part, l'homme fait du monde donné, et d'autre part, de sa propre animalité, sont liées. Il ne nous appartient pas de donner une priorité à l'une ou à l'autre, de chercher si l'éducation est la conséquence du travail, ou le travail la conséquence d'une mutation morale. Mais en tant qu'il y a homme, il y a d'une part travail, et de l'autre négation par interdit de l'animalité de l'homme. On constate que finalement, l'humanité émerge au moment où nous allons fabriquer les premiers outils pour travailler le monde et lui donner, le transformer en monde humain. Fabriquer quelque chose, qu'est-ce que c'est? C'est donner forme à quelque chose que j'ai précédemment imaginé et que je fabrique ensuite en ayant essayé d'inventer des méthodes pour le faire. Au début de l'humanité, ça s'est fait très lentement. Là, on a connu, c'est une banalité de le dire, une accélération fulgurante dans ce que nous fabriquons et dans la mainmise que nous avons du coup sur le monde. Bien. Donc, avec Bataille, notre première réponse va être « Mais l'homme est voué à travailler. L'homme, s'il ne travaille pas, ne devient pas un homme. » Et ça m'a fait aussi penser un petit peu, je vous fais en cours, à la relation maître-esclave qu'a mis en évidence Hegel. La dialectique du maître et de l'esclave, où il explique qu'en réalité, on pense que le maître est le plus libre, et celui qui a le plus de chance, qui peut savourer les plaisirs de l'existence, alors que l'esclave est vraiment voué au travail. Et Hegel, ça résonne un petit peu avec ce que propose Bataille plus tard, Hegel dit, mais en réalité, celui qui s'éloigne véritablement de la nature, de sa propre nature et du monde, c'est l'esclave, parce qu'il travaille le monde, et en travaillant le monde, il se travaille lui-même. Alors, Rousseau, lui, d'une certaine manière, a beaucoup critiqué tout ce que nous avons fait, trouve que l'homme, vraiment, a perdu le bonheur originel, on va dire. Parce qu'il fait de l'homme naturel, c'est-à-dire avant qu'il ne fabrique quelque chose, on va dire. Donc c'est une hypothèse, ça n'existe pas l'homme naturel en réalité, puisqu'on sait très bien que de toute façon, nous commençons à exister à partir du moment où on produit de l'artificiel. Donc un homme naturel n'est pas encore un homme. Alors, voyons un peu ce que nous dit Pascal. Alors là, Pascal, c'est terrible. Lui, il nous renvoie à la condition humaine. Il dit « l'homme est malheureux ». L'homme a peur, l'homme a conscience de sa mort, et c'est ce qui détruit son bonheur possible. Nous travaillons pour oublier notre condition, et c'est une nécessité pour nous, car sinon, la vie est tellement dure et lourde que nous nous retrouverions face à nous-mêmes, et ce serait la dépression totale. Je le fais avec un langage beaucoup plus contemporain, bien sûr, mais ça, c'est son idée. Il est donc nécessaire que l'homme travaille pour se distraire de sa condition. J'ai pensé aussi vous présenter un petit peu l'éclairage d'Emmanuel Kant dans ses réflexions sur l'éducation. Il considère vraiment, il le dit d'ailleurs,
Il est de la plus haute importance que les enfants apprennent à travailler. C'est par le travail que je vais me construire. Celui qui est dans l'oisiveté, et ça on rejoint un petit peu Hegel, même s'il n'était pas du tout copain, hein, ça, alors là, pas du tout. Il pense véritablement que l'enfant donc doit être construit à travers l'éducation et qu'il doit travailler parce que ça aussi, ça contribue à son éducation. Et on retrouve là le lien avec quand même ces trois premiers penseurs que sont donc Bataille, Rousseau, Hegel. La liberté pour lui, c'est donc être capable de se déterminer soi-même, c'est-à-dire ne pas être déterminé par autre chose que soi-même, comme par exemple mes amis, mes parents, ma société, ma culture, etc. Si je me laisse déterminer par cette morale, alors je ne suis pas libre. Que fait Kant? Pirouette, pas de problème. La loi morale est unique et c'est ma raison qui me la donne. Cette loi morale, c'est ce qu'il appelle son impératif catégorique, qui dit « agis de telle manière que la maxime ou le principe ou le motif de ton action puisse devenir une loi universelle. » Alors Kant pense, pourquoi je vous parle de ça? Parce que Kant pense que l'homme progresse toujours vers le mieux, il en voit des signes, il se dit « regardez, la Révolution française, c'était terrible, la terreur, le sang, on a même décapité un roi, c'est horrible !» Mais les peuples voisins qui ont observé tout ça ont été enthousiasmés, emportés par cet événement, simplement parce que, quelque part, ils avaient l'impression d'apercevoir le chemin qui mène à la liberté véritablement. Après cela, les hommes ne penseront plus jamais de la même manière. Quelque chose s'est passé qui a fait que l'humanité a fait un pas de plus, même dans l'horreur, hein, un pas de plus vers le mieux, la liberté. Bon, a priori, les mémorials et ceci, on se dit, oh, c'est un peu pesant. Ce devoir de mémoire, ça a été un peu lourd aussi. Mais finalement, quand on y réfléchit bien, on se dit, mais peut-être que c'est tout à fait essentiel, en fait, parce que c'est notre capital qu'on transmet et qui peut-être va aider les plus jeunes à progresser encore, etc., etc., etc. Alors après, vous allez me dire, ok, tout à l'heure on a dit, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire que de ne rien faire? C'est assez compliqué finalement, parce que nous sommes toujours en mouvement, on en parlait la dernière fois. L'homme est toujours en mouvement, et ce mouvement finalement est alimenté par une énergie. Cette énergie, finalement, elle n'est-elle pas le résultat du travail et de notre corps et de notre esprit? Qu'est-ce que c'est que travailler? Alors on a Marx qui nous a fait une très 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 jolie explication, très brève, j'aurais pu la mettre aussi dans ses textes. Il dit, en gros, le travail humain se distingue de l'action de l'animal sur le monde, non pas par le fait qu'il y a transformation, comme on le disait tout à l'heure, parce que l'animal transforme aussi le monde. Hein. Un oiseau qui fait son nid, il va chercher des choses dans le monde et puis il fabrique quelque chose de nouveau qui n'existait pas. Il dit donc ça n'est pas cela qui fait la différence entre l'action de l'animal et le travail de l'homme. Ce qui fait la différence, c'est que l'homme imagine d'abord ce qu'il va faire. Il a un projet précis qui peut changer d'un humain à l'autre. Ce n'est pas toujours le même. Tous les oiseaux ont le souci de la reproduction, de faire le nid, et à chaque fois ils vont refaire le même. Nous, non. On a une imagination qui est à la base, au commencement, de ce que nous allons faire, produire ou fabriquer. Et c'est le fait d'avoir ce projet, donc de l'imagination. Ensuite, de concevoir une méthode pour fabriquer, donc une conscience et une raison, une logique, une intelligence. Et ensuite, de soumettre notre volonté à cette méthode, respecter l'ordre de ce que j'ai défini pour arriver à mon but. Il dit voilà, l'humain, en fait, c'est ça. Il pense, en fin de compte. C'est ce qui fait la différence avec l'action de l'animal qui, lui, agit de manière complètement instinctive et pulsionnelle, disait Marx. Alors que nous, non. Nous, on cogite en plus. C'est toujours ça. Hein. Voilà. Pour finir sur tout ça, je suis allée chercher Nietzsche. Je vous l'avais dit aussi la dernière fois. Nietzsche, j'ai toujours un peu peur parce que j'ai le sentiment de marcher sur des œufs. Je ne l'ai pas encore complètement attrapé pour pouvoir parfois le tordre sans complètement le trahir. Dans les pays de la civilisation, presque tous les hommes se ressemblent maintenant en ceci qu'ils cherchent du travail à cause du salaire. Pour eux tous, le travail est un moyen et non le but lui-même.
C'est pourquoi ils mettent peu de finesse au choix du travail, pourvu qu'il procure un gain abondant. Donc, la finalité du travail, ce ne serait plus de déployer son humanité, mais de gagner de l'argent. Or, il y a des hommes rares qui préfèrent périr plutôt que de travailler sans que le travail leur procure de la joie. Les feignants! Ils sont minutieux et difficiles à satisfaire. Ils ne se contentent pas d'un gain abondant lorsque le travail n'est pas lui-même le gain de tous les gains. De cette espèce d'hommes rares font partie les artistes et les contemplatifs de toute espèce, mais aussi ces désœuvrés qui passent leur vie à la chasse ou bien aux intrigues d'amour ou aux aventures. Tout cela cherche le travail et la peine lorsqu'ils sont mêlés de plaisir, et le travail le plus difficile et le plus dur, si cela est nécessaire. Mais, autrement, ils sont d'une paresse décidée. Quand même, cette paresse devrait entraîner l'appauvrissement, le déshonneur, des dangers pour la santé et pour la vie. Ils ne craignent pas autant l'ennui que le travail sans plaisir, il leur faut même beaucoup d'ennui pour que leur propre travail puisse leur réussir. Pour le penseur et pour l'esprit inventif, l'ennui est ce calme plat de l'âme qui précède la course heureuse et les vents joyeux. Il leur faut le supporter, en attendre l'effet apparent. C'est cela précisément que les natures moindres n'arrivent absolument pas à obtenir d'elles-mêmes. Les gens ont peur de s'ennuyer, courent toujours vers le loisir possible. Tiens, ce week-end, qu'est-ce qu'on fait? On va à Disneyland, ça va claquer dans tous les sens et on n'aura pas le temps de s'ennuyer. Les Asiatiques se distinguent peut-être en cela des Européens, qu'ils sont capables d'un repos plus long et plus profond que ceux-ci. Leurs narcotiques même agissent plus lentement et exigent de la patience à l'encontre de l'insupportable soudaineté de ce poison européen, l'alcool. Je trouvais que c'était rigolo de finir avec ça. Alors, donc ici, en fait, que nous dit Nietzsche par rapport à ça? Il nous dit, eh bien, il faut absolument prendre plaisir à ce que l'on fait. Et ainsi, il ne s'agit plus d'un travail laborieux, pénible. C'est vrai, j'ai oublié de le dire, le travail, étymologiquement parlant, c'est un objet de torture, quoi. C'est pénible et dur. Il dit, il faut que le plaisir, oui, soit intimement lié à l'activité qu'on appelle travail. Et à ce moment-là, on n'a jamais l'impression de travailler. Et par contre, quand on se pose, quel plaisir de pouvoir s'ennuyer 5 minutes. Donc j'ai envie de dire, avant qu'on ouvre donc nos discussions, parce que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, finalement l'homme est voué au travail. L'exigence que nous avons à avoir par rapport à nous-mêmes, c'est que nos activités professionnelles ou le travail que nous fournissons nous produisent en même temps toujours du plaisir. L'homme et le plaisir, c'est quand même quelque chose d'hyper important, n'est-ce pas? Et donc, alors du plaisir, je peux souffrir, comment il s'appelle, Gainsbourg nous parle des affres de la création. Mais c'est une souffrance, ça. Les angoisses que ça peut provoquer. Ces affres-là procurent en même temps un certain plaisir, celui d'avancer vers quelque chose qu'on va réussir à sortir de notre esprit, quoi. Il y a des tas de métiers dans lesquels on prend plaisir. Et puis il y a des tas de métiers dans lesquels certains vont prendre plaisir et d'autres pas du tout. Ça veut dire que nous avons tous quelque part des affinités avec certaines activités et c'est là qu'il faut aller. Et c'est là qu'on va être en plus les plus performants parce qu'on est porté par cette envie et ce plaisir comme promesse, n'est-ce pas? C'est joli quand même. Donc, la conclusion, ça serait celle-ci, pour l'instant, parce que ça serait de dire, ok, l'homme est fait pour travailler, mais il faut toujours que ce travail soit associé de plaisir. Sinon, c'est une catastrophe. Et il ne faut surtout pas renoncer à l'ennui. L'ennui, c'est le moment de la pause, le ne rien faire peut-être. Et quand on dit, même des petits, quand ils me disent, oui mamie, qu'est-ce que je peux faire, je m'ennuie. Bah, continue à t'ennuyer, ça va devenir, tout à coup, tu vas te dire « Ah ouais, tiens, je vais faire ça et tu prendras plaisir. » Pouf, voilà. Donc, maintenant, c'est à vous.